Bien, bonsoir à tous. Donc, nous reprenons avec l'année nouvelle le rythme de ces mardis de la démocratie qui ont lieu 2 fois par mois et qui, je vous le rappelle, sont évidemment adressés à ceux qui sont là et Jean-Pierre Rioux et moi tenons beaucoup à ce qu'ils soient aussi, bien sûr, en même temps sur Internet. Donc je salue les internautes qui nous regardent et font l'objet de publications pour la suite et la postérité de ces interventions. Jean-Pierre Rioux va dire un petit mot après moi. Vous connaissez les règles de l'exercice. 30 minutes d'intervention de notre invité et 30 minutes de débat-dialogue avec vous. Je suis très heureux que Gérard Grimbert ait accepté de venir. Alors, pour beaucoup de raisons, je vais vous dire les deux principales, les plus frappantes. Gérard Grimbert est un savant engagé, mais qui, dans son engagement, ne renonce pas à la liberté de penser et, j'allais dire, à l'objectivité du savant. D'innombrables générations, pas d'innombrables, mais d'assez nombreuses. Peut-être tu peux fermer la porte, Isabelle, ça évitera les courants d'air dans lesquels nous sommes. C'est pas la saison. En été, oui, nous les recherchons, là pas. De nombreuses générations d'étudiants de sciences politiques ont lu le premier livre majeur qui a été le sien et qui s'appelait, je crois, Le long remords du pouvoir, qui examinait les socialistes, le rapport du Parti socialiste, dont il est grand expert, avec le pouvoir. C'est un livre qu'il a écrit avec Alain Bergogneau, avec qui je crois c'est pas exagéré de dire qu'il est ami, qui est aussi un très grand spécialiste de la pensée socialiste et de l'organisation du socialisme en France. Ce livre a eu autant d'importance, me disait tout à l'heure Agnès, qui est ma fille et une des organisatrices avec Jean-Pierre Rioux de ces rencontres, autant d'importance que le livre Les droites en France que René Raymond a écrit sur l'autre versant de la politique française. J'en profite pour mettre une note en bas de page. Contrairement à ce qu'on croit en général, notre famille d'esprit n'a pas été traitée par René Raymond dans Les droites en France. Après, il a dit, voilà, j'ai pas... Voilà, ça rentrait pas bien dans les purs, ce qui est une question, naturellement, pour nous, qui nous a amené à ça, à cette question. Gérard Grimbert a écrit aussi un livre très important sur le socialisme européen, qui a dû sortir dans les années 95, quelque chose comme ça, qui a été un livre très important. Donc voilà un savant, expert, intellectuel, engagé, mais qui revendique liberté de pensée et objectivité. Ça, c'est la première raison pour laquelle il était intéressant que nous le rencontrions. Puis il y a une deuxième raison, alors qui est plus récente, c'est qu'il y a eu dans la pensée de Gérard Grimbert une espèce de évolution révolutionnaire, comme on a dit dans les années 70 pour le PS. Vous savez que le grand débat entre réformisme et révolution, qui va être au cœur d'une des interrogations de cette soirée, a agité le Parti socialiste dès sa naissance dans les années 70, ou dès sa renaissance dans les années 70. Et ils avaient trouvé cette expression c'est Jaurès qui a trouvé cette expression le premier, monsieur l'historien, monsieur le biographe de Jaurès,
de l'évolution révolutionnaire, du réformisme révolutionnaire. Et c'est donc, il y a eu la même histoire dans la vie intellectuelle et civique de Gérard Grimbert. Il a plaidé pendant une très longue période qu'il fallait que la France se range au bipartisme, que c'était ça le progrès, que c'était ça l'évolution, que d'ailleurs c'était les démocraties, toutes les démocraties dans le monde qui pensaient ça, et que c'était nécessaire et indispensable. Et il est même allé de la bipolarisation au bipartisme. Et il a créé le concept de bipartisme inachevé, si je ne me trompe pas, imparfait, excusez-moi, ça voulait dire à peu près la même chose, de bipartisme imparfait, pour caractériser la situation politique française, regrettant, alors nous étions cœur de cible, regrettant qu'il y ait des gens assez peu éclairés pour résister à ce bipartisme inéluctable. Ça, c'était son point de vue. Et puis, ces dernières années, j'allais presque dire ces derniers mois, j'ai été extraordinairement frappé par un papier qui est paru sur le site qui est presque une revue qui s'appelle Telos. Je vous recommande d'aller voir ce site, telos.eu, si ma mémoire est fidèle. Et qui est un site aussi remarquable dans le domaine des sites que ce que Commentaire est dans le domaine des revues. Et donc, voilà, Gérard Grimbert prépare un papier pour le prochain Commentaire très important. Et dans cet article, qui m'a extraordinairement frappé, et je l'ai appelé aussitôt pour le lui dire, Gérard Grimbert expliquait qu'après tout, toute réflexion faite et tout bilan fait, eh bien on s'apercevait que cette bipolarisation acharnée, ce bipartisme qu'on croyait inéluctable, rendait impossible la politique dont la France avait besoin. J'avais moi-même analysé, comme certains d'entre vous s'en souviennent, cette situation dans le livre qui s'appelait État d'urgence, publié il y a 18 mois, dans lequel j'expliquais que la politique réformiste que je croyais nécessaire pour le pays ne pouvait pas, avec le bipartisme, trouver la majorité qui la soutiendrait. Et j'avais donc appelé à une majorité nouvelle, donc des institutions nouvelles. Mais que Gérard Grimbert, icône du bipartisme, idole des bipartistes, on arrive au terme d'une maturation très estimable et très intéressante, à une conclusion du même genre, ou assez proche, était pour moi quelque chose d'extraordinairement heureux et encourageant. Voilà les deux raisons pour lesquelles nous avons pensé avec Jean-Pierre Rioux que Gérard Grimbert était obligatoire cette année au programme de ces mardis de réflexion. Alors, Jean-Pierre Rioux. Et puis, j'ajoute deux mots sur Gérard Grimbert, qui était effectivement un de nos, et depuis des années, un de nos meilleurs analystes du socialisme en France. Mais il a cette vertu de constamment rapporter ses analyses à la situation européenne, parce que son problème de fond, c'est pourquoi, dans ce fichu pays, nous n'avons jamais pu... pour des raisons que nous n'allons pas élucider ce soir, nous n'avons pas pu construire une social-démocratie. C'est des raisons, les historiens ont beaucoup à dire là-dessus, ont beaucoup à dire là-dessus. Bon. Et alors du coup, de cette réflexion-là, donc François a rappelé ces deux livres majeurs, n'est-ce pas, qui sont des sortes de manuels sur l'histoire et la philosophie politique et la science politique du socialisme français. Et le libellé même est intéressant, puisque Le long remords du pouvoir qu'il a fait avec notre ami Alain Bergogneau est sous-titré « Le Parti socialiste français 1905-1992 ». Très bien. Deuxième manuel, n'est-ce pas, et deuxième grand livre, toujours avec Alain, L'ambition et le remords. Donc, dans le premier livre, il attaquait la question du pouvoir, hein, avec tous les sanglots de Léon Blum, etc., etc. L'ambition et le remords, le deuxième livre, sous-titre « Les socialistes français ».
C'était plus le parti. Et là, on entre en plein dans je dirais, dans la représentation politique qui s'est installée progressivement dans ce pays et qui s'appelle droite-gauche, tout simplement. Bon. Par-delà même, peut-être aussi, l'élaboration partisane des choses, n'est-ce pas? Bon. Et il a poursuivi sa réflexion, et toujours en comparaison avec les démocraties européennes, n'est-ce pas, et avec aussi les progrès de la construction européenne, Parlement européen, etc., etc. Il arrive en termes français, il est arrivé, pardon, en termes français, à une réflexion, une des rares réflexions, n'est-ce pas, qui associe le système partisan, bien sûr, hein, et qui marche vers le bipartisme, peut-être, dans nos institutions rectifiées 58, rectifiées 62, n'est-ce pas, mais qui arrive dans la logique constitutionnelle à la bipolarisation, hein, qui est déjà une dimension haute, et ça donne une gestion d'un bipartisme imparfait, dit-il, n'est-ce pas, qui entretient des blocages de la bipolarisation, finalement, et ne dégage pas les majorités exécutives, si je puis dire, que nous appelons centrisme, du centrisme élémentaire, n'est-ce pas, de gestion et de découverte et de formation de nouvelles majorités. Bon. Et donc là, on a signalé son site, que je vous recommande moi aussi, bien sûr, Telos, allez-y regarder, je vous donne simplement, car je ne veux pas être long, les titres de ces dernières... enfin, les titres qui, moi, m'ont le plus frappé. 24 septembre 2012, la rupture de notre système politique. Je continue. 6 novembre 2012, l'aggiornamento socialiste, une nécessité absolue. Troisième titre, 23 novembre 2012, l'UMP, ce qui est vraiment en jeu. Et on arrive aussi sur la notion de front qui heurterait ou non de plein pied le bipartisme ou la bipolarisation, et en oubliant toujours les centristes, bien sûr, hein, l'affront aux deux fronts, national ou de gauche. Alors moi j'en suis là, n'est-ce pas, et la suite, elle vous revient, cher Gérard. D'abord, merci pour votre invitation, merci aussi pour votre gentille présentation. Juste quand même un petit bémol par rapport à ce que vous avez dit sur l'avant, pas l'après, mais l'avant. Ce n'est pas tellement que je défendais d'un point de vue de valeur le bipartisme, c'est que j'avais la conviction depuis très longtemps, en fait depuis l'élection présidentielle de 1974, donc ça remonte quand même à loin maintenant, que on arriverait, que la logique et la dynamique de notre système politique nous amenait à une sorte de bipartisme. Et ça, je voudrais le développer en quelques mots. Donc voilà, c'était la logique. J'ai essayé de comprendre quelles étaient les logiques des systèmes. Et ensuite, comme François Bayrou vient de le rappeler très très justement, les questions que je me pose depuis quelques mois, c'est vrai, et particulièrement depuis la dernière élection présidentielle, c'est de réfléchir sur les inconvénients de cette structure et de cette dynamique du système politique. Et je pense que ces inconvénients sont lourds. Et c'est pour ça que j'ai, à mon tour, lancé l'idée que je vais beaucoup développer dans un article de commentaire qui va paraître là pour la prochaine livraison. Je me suis rallié à l'idée du scrutin proportionnel, à condition que ce soit en fait la proportionnelle intégrale. Sinon, je pense que ça ne change pas grand-chose. Tout en sachant, et c'est ce que j'aimerais vous dire aussi, parce que j'essaie d'être honnête dans cette façon, puis moi-même, alors là, autant je n'ai pas été aussi fanatique du bipartisme que le disait François Bayrou, autant il est vrai que j'ai longtemps défendu, en particulier quand j'étais au cabinet de Michel Rocard contre Mitterrand, la question de la proportionnelle. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais tout à fait hostile à la proportionnelle, ça je le reconnais bien volontiers, pour des raisons que je pourrais... Simplement, les raisons que j'ai aujourd'hui pour être pour la proportionnelle ne sont pas celles que j'avais d'être contre, enfin, la dernière fois. Elles ont évolué, parce que je crois que le système évolue, que les situations évoluent, et je crois que s'il y avait une chose, et d'ailleurs c'est une très bonne chose que ce ne soit pas dans la Constitution, s'il y a une chose qui doit être modifiable, c'est bien les modes de scrutin, à mon avis. Ce n'est pas des choses gravées dans le marbre, ad vitam aeternam. Ça dépend beaucoup de l'intérêt national, du fonctionnement du système. Voilà. Donc, juste un mot. Donc, la raison pour laquelle, depuis 1974, je pensais qu'on allait vers une espèce de bipartisme,
Elle était liée à deux choses. Elle était d'abord liée à l'élection présidentielle et au fait qu'il y a 2 tours d'élection présidentielle et qu'au deuxième tour, il n'y a que 2 candidats. Et que donc, logiquement, il y avait quelque chose qui poussait vers une bipolarisation. Je ne dis pas forcément une bipolarisation gauche-droite, mais je dis une bipolarisation. Ce qu'a montré l'élection de 1969, et d'ailleurs on va faire un grand colloque sur 69 et Pompidou dans les mois qui viennent. Ce qu'a montré l'élection de 69, qui pour moi a été en fait une des élections les plus importantes de toute la Ve République, c'est qu'elle a montré finalement que la bipolarisation ne se ferait pas entre le gaullisme et l'alliance du centre-gauche et du centre-droit, mais entre le gaullisme et la gauche. Et au fond, c'est ça l'essentiel de la réussite de François Mitterrand. C'est ça qu'il a compris, c'est ça qu'il a mis en musique. Et comme Pompidou, sortant du système du général de Gaulle, voulant le conserver tout en l'adaptant, s'est dit lui-même qu'il fallait bien jouer sur une bipolarisation gauche-droite, chose que l'idée de droite que de Gaulle n'aurait pas acceptée, mais qu'au fond Pompidou acceptait finalement assez bien. Il y aurait une bipolarisation gauche-droite et que donc, voilà. Alors, si on ajoute à ça l'essentiel, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui est le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, on avait là tous les ingrédients pour aller vers une bipolarisation, je ne dis pas encore un bipartisme, une bipolarisation gauche-droite, avec un mode de scrutin qui était fait pour tuer le centre, disons les choses comme elles sont, tuer le centre, à partir du moment où le centre n'était ni aussi puissant que la gauche, ni aussi puissant que le gaullisme. Voilà. Il aurait pu, hein, la question s'est posée, hein, même en 69, hein, on s'est posé la question, même si moi je n'y ai pas cru à l'époque, mais enfin, bon, il y avait quand même une possibilité éventuelle. Depuis, ça n'est depuis en particulier que Giscard et qu'une partie des modérés s'est mis derrière le gaullisme. C'était fait au fond. Alors, pourquoi le système peu à peu nous amener de la bipolarisation au bipartisme? Je crois que c'est dû assez largement, alors, outre ce que je viens de dire, c'est-à-dire les modes de scrutin. Les modes de scrutin, à partir du moment où vous avez un parti dominant dans chacun des 2 camps, le mode de scrutin est terrifiant parce qu'il donne tout aux grands partis et pratiquement rien aux petits partis. Ça, c'est vrai. Rien. Et là, je parle même des partis qui sont dans les 2 camps, on est bien d'accord, dans les 2 camps. Ils ne donnent rien. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, si les socialistes aux dernières élections n'avaient pas loti, comme on dit en Italie, loti des circonscriptions pour les Verts, il n'aurait pas eu de siège, tout simplement. Donc, on est dans un système où le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours donne aux 2 grands partis, je ne sais pas si vous avez regardé les proportions, mais que ce soit dans les 3 dernières élections législatives, on peut dire, les 2 grands partis ont plus de 80% des sièges à eux 2, voire pas loin de 90%. Pas loin de 90%. Plutôt 90%. Même. Bon. Donc, la première idée que j'avais pour parler d'un bipartisme imparfait, c'était qu'il y avait en fait un monopole des 2 grands partis sur la représentation législative. Quasiment monopole. Et que tous ceux qui n'étaient pas pris qui ne se satellisaient pas aux 2 grands partis, quelle que soit leur force, ça a été le MoDem à un moment, ça a été le Front National, etc. Ces partis, s'ils ne s'agrégeaient pas à ces 2 forces, étaient morts par le mode de scrutin. Ils étaient morts. Voilà. Alors, c'est la deuxième chose qui m'a fait penser qu'on allait vers un bipartisme imparfait, c'était l'évolution du présidentialisme dans ce pays et la manière dont non seulement les gaullistes, ça on pouvait le penser que c'était normal, mais surtout le Parti socialiste, de ce point de vue-là, c'est très intéressant, le Parti socialiste, qui est un parti très très étrange de ce point de vue-là, qui est un parti qui n'a jamais aimé les institutions, qui les déteste en réalité, qui les a toujours détesté, et qui est peut-être le parti français qui s'est le mieux adapté à ces institutions, y compris même peut-être mieux que le gaullisme lui-même, comme on vient d'en faire l'expérience. Donc, ce parti qui n'aime pas les institutions, grâce à François Mitterrand, ou à cause de François Mitterrand, hein, qui lui était d'abord intéressé par le pouvoir, ce parti est devenu un parti présidentiel, et devenant un parti présidentiel, il a sécrété des gens et des idées qui, sans l'assumer idéologiquement ou théoriquement d'un point de vue des institutions, a quand même été dans le sens d'une présidentialisation
qui elle-même confortait le bipartisme imparfait. Pourquoi? Vous remarquerez d'ailleurs que toutes ces grandes choses ont été faites non pas par la droite et par les gaullistes, mais par les socialistes. C'est-à-dire le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral en 2002, et je crois que si on ne prend pas les deux choses en même temps, on ne comprend rien à ce qui s'est passé. C'est le système quinquennat plus l'inversion du calendrier électoral qui fait, et ça c'est mon autre thèse, que l'élection présidentielle en fait est devenue une élection à 4 tours, 2 tours de présidentielle, 2 tours de législative. C'est une seule élection. Et pour gagner le pouvoir, il faut gagner les 4 élections. Or, il n'y a que 2 partis en France qui peuvent gagner pour l'instant, et depuis longtemps, et peut-être pour encore un certain temps, on en reviendra, c'est 4 élections. Enfin, c'est 4 tours d'élection. Voilà. C'est 2 élections et c'est 4 tours d'élection. Enfin, dernier élément qui me paraît aller encore plus dans ce sens du bipartisme imparfait, c'est la fameuse affaire des primaires. Or, les primaires, c'est quelque chose qui, évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que moi je trouve que et les journalistes et les commentateurs politiques n'ont pas donné tout à fait assez d'importance. Les médias, si. Mais et en particulier, l'UMP n'a absolument rien compris à ce qui s'était passé avec la primaire. Mais la primaire socialiste a été quelque chose de très très important dans l'évolution de la Ve République. D'abord parce qu'elle a réussi, tout simplement. Elle aurait pu rater, c'était pas évident. Hein. Franchement, c'était pas évident. Il fallait que les gens eux-mêmes admettent qu'ils étaient, sinon d'un certain parti ou moins d'un certain bord, qu'ils aillent signer quelque chose. C'était pas évident. Or, ça a été une très grande réussite, tant une réussite que les Français dans les sondages ont dit c'est formidable. Et même les électeurs de l'UMP reprochaient beaucoup à l'UMP d'avoir mis des bâtons dans les roues, en particulier Jean-François Copé, lorsqu'il disait ça n'est qu'un grand flicage, etc. Et là, il y a eu quand même incontestablement une réussite. À ce point que je ne vois pas comment l'UMP pourrait ne pas faire aussi une primaire à la prochaine élection présidentielle, sauf, ça peut arriver, hein, qu'un candidat s'impose totalement, mais enfin, peu probable. Donc, toute cette affaire pousse vers un bipartisme imparfait. Ce que j'appelle bipartisme imparfait, c'est simplement certes, il y a d'autres partis, mais que le pouvoir appartient à ces 2 partis. Ils ont monopolisé le pouvoir à tous les niveaux, la présidence, le Premier ministre, les majorités, les sièges à l'Assemblée nationale. Ils sont absolument dominants. Alors, ils alternent au pouvoir, mais c'est ce système des 2 partis qui domine tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire simplement par cette idée de bipartisme imparfait. Encore une fois, autant j'étais partisan du scrutin majoritaire pour les questions qui ont toujours été avancées par les défenseurs de ce scrutin majoritaire, qui était qu'il faut un minimum de stabilité gouvernementale, pas plus que ça au fond, hein, et qu'il faut qu'on puisse trouver des majorités pour gouverner. Et tous ceux qui ont connu ou qui se rappellent la 4e République, la 3e République, etc., on voit bien que là, il y avait un problème sur lequel le général de Gaulle n'avait pas entièrement tort, même quand on n'était pas gaulliste. Bon. Voilà. Par contre, c'est vrai que sur le bipartisme imparfait, je n'avais pas moi-même une idée fondamentale, mais simplement je pensais que c'était ça qui était en train de se passer. Et c'est un livre que j'ai écrit avec mon ami Florence Hegel avant l'élection de 2007, avant l'élection présidentielle de 2007, et qui s'est trouvé, heureusement ou malheureusement, totalement confirmé par tout ce qui s'est passé depuis. C'est aussi pour ça que je n'ai jamais cru, contrairement à beaucoup, que l'UMP allait éclater il y a quelques mois. Parce que voilà, ils sont une institution du système, comme le PS est une institution, quasi-institution du système. Bon, alors pourquoi en 2 mots, parce que je ne voudrais pas être trop long, pourquoi effectivement, pourquoi est-ce que j'ai un peu... Enfin, c'est même pas que j'ai changé, que j'ai évolué, je me suis posé une question qui a été générée chez moi pour 2 raisons. 2 raisons différentes, mais qui jouent en même temps. Enfin, la première, c'est que je suis persuadé que la crise dans laquelle nous sommes, crise française, crise économique, crise européenne, va durer longtemps, qu'on n'a encore rien vu, je pense, par rapport aux efforts qu'on sera obligé de faire, et ça va être très très difficile. Et pour les pouvoirs en place, ça va être très 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 difficile. D'ailleurs, on commence à le voir, et beaucoup disent tout ça, c'est parce que le président de la République n'a pas de caractère, n'a pas de charisme, n'a pas d'autorité. Quelle que soit la vérité de tout ça, ça ne me paraît pas l'explication principale. Je crois que l'explication principale, c'est que ça va être très dur de faire faire à la France les réformes qu'il faut lui faire faire dans les années qui viennent, si on veut ne pas décliner, tout simplement. D'ailleurs, le déclin a déjà commencé depuis un bon bout de temps entre nous. Donc, ça, c'était la première raison qui est due à cette crise européenne.
La deuxième, c'est peut-être le fond de mon analyse aujourd'hui, après beaucoup d'hésitation et de réflexion. Je crois que la notion de gauche et la notion de droite, et donc la notion gauche-droite, a perdu une grande partie de sa substance et de sa signification. Pour la raison suivante, c'est que je crois que, et c'est lié ça à mon premier point, à la crise économique, je crois qu'à partir du moment où le centre-gauche et le centre-droit, j'appelle pour l'instant le centre-gauche partialiste, centre-droit l'UMP, et je pourrais ajouter le centre tout court, sont tous, ils ne le diront pas plus ou moins, ils le diront d'ailleurs surtout pas beaucoup partialistes, un peu plus peut-être à l'UMP, mais ils sont absolument pris dans un engrenage, dans une dynamique qui est celle de la construction européenne et qui est celle, par conséquent, de l'organisation de la zone euro. Alors, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur, hein, mais ils se sont rendus compte que, de toute façon, ils n'avaient pas beaucoup le choix. Et au fond, avec des modalités différentes, Sarkozy et Hollande, l'un faisant des bisous à la chancelière allemande, l'autre lui tendant la main, mais au fond, ils ont bien pris conscience l'un et l'autre qu'il y avait un leadership allemand sur l'Europe, qui est incontestable, et qu'il faudra en passer par là, et que de toute façon, c'était pas forcément mal si on en passait par là, au moins en partie, parce qu'il y avait quand même des réformes à faire, qu'on avait du mal à se pousser tout seul à les faire. Et donc, on a bien vu, le point le plus symptomatique, je dirais, c'est le pacte de stabilité budgétaire, qui est à la fois signé par Sarkozy et finalement adopté par François Hollande, quels qu'aient été ses commentaires au moment de cette signature. Donc on a, à mon avis, et c'est ce qui me fait penser d'un point de vue un peu théorique avec un petit t, que l'axe gauche-droite est rentré de plein fouet dans un autre axe qui lui est perpendiculaire et qui est l'axe Europe-nation ou Europe souverainiste, si vous voulez, européisme-souverainisme. Or, c'est la manière dont ces deux axes se clashent, si vous voulez. Le résultat, c'est qu'à terme, je ne vois pas, malgré les souhaits à gauche, à droite non, mais enfin à droite un peu, les souhaits à gauche forts, je ne crois pas qu'on pourra continuer longtemps à avoir, au niveau en tout cas, je ne parle pas des communes, je ne parle pas des élections locales, mais au niveau des élections législatives, je ne crois pas qu'on pourra longtemps avoir des alliances électorales entre les communistes et les socialistes ou entre le Front National et l'UMP. Or, dans la période de crise dans laquelle on va être, l'extrême gauche ne sera pas très forte, mais elle ne disparaîtra pas. Et le FN, à mon avis, restera très important. Il y a eu une lecture pas tout à fait juste des dernières élections législatives partielles. C'est vrai que les résultats du FN ont été très loin des expectations du Front National, mais enfin, il est là, le Front National. Il est là pour un certain temps et à un niveau assez élevé. Alors, c'est de ces deux observations que je tirais la conclusion suivante, c'est que dans un moment où le gouvernement a une tâche extraordinairement difficile, et on ne sait pas comment ça peut tourner, hein, parce qu'on ne sait pas. Hein. On a vu ce qui s'est passé en Grèce, on a vu, bon, il y a un jour peut-être où ça peut être vraiment difficile, y compris dans la rue, on n'en sait rien, hein, ce qui va se passer. Donc, un gouvernement qui repose finalement sur 25% des suffrages, et encore des suffrages exprimés, c'est-à-dire 15-20% des Français, je trouve que ce n'est pas suffisant pour asseoir une telle politique. Et donc, j'en ai tiré la conclusion qu'à partir du moment où le PS aura de plus en plus de mal, à moins de mentir, mais du coup, plus on ment avant, plus on souffre après. C'est tout le problème. Et il y en a tous les jours, toujours la preuve. Donc, à partir du moment où je pense que ça va être très difficile, à partir du moment où je pense qu'il n'y aura pas d'alliance à gauche, qu'il n'y aura pas d'alliance à droite, je pense qu'un gouvernement socialiste ou éventuellement UMP, avec 25% ou 20% des suffrages, c'est pas suffisant dans la société française. Voilà, c'est pas suffisant. Alors, à partir de là, c'est la raison pour laquelle en tout cas, j'ai eu envie de lancer le débat. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, je vais le dire dans un instant. Je doute encore un peu, mais enfin, je pense quand même qu'au total, il vaudrait mieux
il vaudrait mieux instaurer la proportionnelle intégrale. Alors je vais essayer j'ai encore à peu près combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure? Je voudrais essayer à la fois de montrer, de répondre honnêtement, d'essayer de répondre honnêtement à ceux qui sont contre le scrutin proportionnel, donc de me répondre à moi-même il y a 10 ans, si vous voulez, ou il y a 20 ans, une espèce de soliloque, et d'autre part, de montrer que malgré tout, les arguments qu'on peut donner contre la proportionnelle ne sont plus aussi valables aujourd'hui qu'ils pouvaient l'être hier. Alors j'ai distingué au fond, quels sont les 4 principaux arguments contre la proportionnelle. Enfin, c'est ceux que j'ai trouvés, il y en a peut-être d'autres. Enfin, les 4 arguments, c'est le premier, ça favorise les extrêmes. Et évidemment, c'est pas forcément très bon aujourd'hui. Le deuxième, c'est que la bipolarisation gauche-droite, c'est pas seulement, elle repose pas seulement sur des divergences en matière économique, même si évidemment elles sont là, mais c'est beaucoup plus profond, c'est quand même, c'est un clivage qui organise la vie politique française depuis très longtemps, qui a des bases solides, hein, qui a produit des idéologies, qui a produit des partis, donc on ne peut pas faire comme si ce clivage gauche-droite, on pouvait d'un revers de main dire bon, on va faire autre chose, il n'existe plus. Le troisième, je dirais la troisième critique valable contre la proportionnelle, c'est de dire on n'est pas un pays qui a une tradition de compromis. On est un pays d'affrontement depuis 1789. Il y a des pays libéraux, sociodémocrates et tout, qui sont habitués par leur tradition, par leur culture, par leur histoire, à pouvoir au fond, faire des compromis. Et éventuellement des compromis gauche-droite. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je défends la proportionnelle aujourd'hui, c'est que regardez c'est très frappant, c'est passé en Grèce au moment où, là ils étaient vraiment déjà plus qu'un pied dans l'abîme. Bon, les 2 grands partis, de gauche et de droite, se sont dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Vous avez vu qu'en Hollande, récemment, aux Pays-Bas, l'alliance entre la droite et l'extrême droite n'a pas marché, et en raison d'ailleurs aussi pour des raisons européennes. Et donc, par conséquent, il y a eu quand même une alliance des 2 adversaires principaux, qui sont les sociodémocrates et puis les libéraux. Et d'une certaine façon, d'une autre façon, mais enfin c'est aussi ce qui s'est passé en Italie avec le gouvernement Monti. Et on ne peut pas exclure que l'année prochaine, quelle que soit la campagne agitée qu'il y aura entre la droite et la gauche en Allemagne, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait à nouveau une grande coalition en Allemagne. Donc, c'est possible en tout cas. Oui, c'est la probabilité. Donc, si vous voulez, on est dans une... Donc, on peut répondre que, oui, c'est vrai, en France, nous n'avons pas, malgré tout, cette culture du compromis. Et puis le quatrième, celui qui me gêne le plus d'ailleurs, je le reconnais, celui que je trouve le plus compliqué, c'est pas toujours celui qu'on avance le plus contre la proportionnelle, qui est le plus compliqué. Et d'ailleurs, j'ai toujours été étonné que les socialistes s'en aperçoivent pas, parce que les socialistes, depuis 50 ans, sont contre la Ve République, voudraient abattre le présidentialisme, et en plus, c'est toujours été pour la proportionnelle. Or, c'est ce que je vais dire dans un instant, il suffit de faire la proportionnelle, la Ve République n'existe plus d'une certaine façon. En tout cas, elle n'existe plus comme elle existait. Il suffit. C'est pas nécessaire de changer les institutions. On peut très bien changer le fonctionnement d'un régime uniquement avec un changement du mode de scrutin, comme je vais essayer de le dire en un instant. Donc, ça, voilà les 4 arguments. Le 4e étant que tout ce système repose, et c'est ce qu'avait l'apport, alors on est pour, on est contre, du général de Gaulle, c'est qu'il y a un vrai pouvoir exécutif, c'est le président, il est élu par les Français, c'est lui qui gouverne. Voilà. Et tout le système s'est organisé, c'est pour ce sens que je parlais du bipartisme imparfait, il s'est organisé pour que ça puisse plus ou moins marcher, ça. C'est-à-dire qu'on trouve des majorités, qu'on admette, ce qui n'est pas dans la Constitution, que le président puisse renvoyer son Premier ministre. On a retravaillé, si vous voulez, les institutions de la Ve République pour permettre quand même cela. Et donc, c'est vrai, la proportionnelle peut porter une atteinte très grave à cela, puisque qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à gauche comme à droite? J'avais été frappé quand j'avais travaillé sur Mitterrand, je vois la même chose pour parler de la gauche, hein, à droite c'est beaucoup plus naturel, pour parler de Hollande, c'est que le président, le candidat à la présidence dit voilà mon programme, et s'il est élu, il dit c'est le programme législatif. Il n'y a plus de différence entre les deux, c'est le programme législatif. Et c'est-à-dire, il dit au Premier ministre, vous appliquez mon programme, point. C'est d'ailleurs ce que Mitterrand avait dit aux communistes
aux communistes quand on lui avait demandé entre les deux tours d'élection de 81, on lui avait demandé mais est-ce qu'il y aura une alliance avec les communistes? Il a dit c'est pas mon problème. Pas mon problème. Pour l'instant, c'est une élection présidentielle. Et il avait ajouté je suppose qu'après cette élection, si je suis élu, la majorité se fera d'elle-même. C'est ce concept, d'ailleurs, auquel je n'ai jamais tellement adhéré, ce concept de majorité présidentielle. Or, évidemment, on ne pourra pas nommer un Premier ministre avant, mais un Premier ministre après. On ne pourra pas dire mon programme, c'est celui du président, puisque s'il y a une coalition, il faudra bien retravailler un programme après. Tout se fait avant aujourd'hui. C'est ça qui est très intéressant et qui fait qu'on n'est pas dans un système parlementaire malgré tout. Tout se fait avant. Et là, ça se ferait après, comme dans tout bon système parlementaire, évidemment. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des alliances entre partis. C'est d'ailleurs à ça qu'il faudra réfléchir. Mais enfin, voilà. Donc, en deux mots, comment je réponds à ces 4 objections qui sont fortes quand même? Il faut être honnête. Hein, ce pas des petites objections. C'est vrai. L'histoire est là et on ne peut pas faire comme si l'histoire n'existait pas. Hein. Peut-être parce que j'aime beaucoup l'histoire, mais enfin, on ne peut pas faire comme si l'histoire n'existait pas. Donc, à quoi je réponds? Les 4 arguments que j'ai sont les suivants. Sur le premier point, oui, c'est vrai. C'est vrai que la proportionnelle intégrale va amener à l'Assemblée nationale beaucoup de Front National. S'ils font 20%, c'est pas négligeable. Pas mal d'extrême gauche ou de front de gauche, etc. C'est vrai. Ça, c'est la vérité. De là à dire, du coup, on perd tout ce qui est l'avantage de la Ve République, c'est-à-dire la stabilité et la continuité gouvernementale, à ce moment-là, je dis, pas forcément. D'abord parce que tous les pays autour de nous en Europe qui ont le scrutin proportionnel n'ont pas eu des difficultés insurmontables à former des gouvernements. Et surtout, évidemment, je le reconnais d'ailleurs dans mon papier, parce que je ne tourne pas autour du pot, je dis que bien sûr, il y a ça. Donc, évidemment, la gauche, les socialistes perdront leurs alliés à gauche, mais en même temps, elle permet d'autres alliances. Et ces alliances, qui peuvent être des alliances socialistes centristes ou UMP centristes ou socialistes centristes UMP ou PS UMP, peuvent d'une certaine façon récupérer d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Donc bon, c'est vrai qu'il y a un problème, mais il n'est pas insurmontable. D'autre part, on a quand même toujours la dynamique des partis qui jouent, qui fait que les grands partis ne vont pas s'effondrer comme ça. Bon, simplement, c'est vrai, il faut être honnête. Les socialistes et l'UMP, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ont à peu près 90% des sièges, ils en auront peut-être 50. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, à mon avis, c'est la vraie raison pour laquelle ils risquent de ne pas le faire, soit dit en passant. Parce que là, je suis à des niveaux stratosphériques. Mais ensuite, il faut faire de la politique, et la politique, c'est beaucoup plus simple de ce point de vue-là. Bon. Sur le deuxième point, qui est la question du gauche-droite. Voilà. On est travaillé, structuré par le gauche-droite, et c'est pas d'hier. Et cette bipolarisation s'est faite sur le gauche-droite. Et le gauche-droite, c'est des cultures politiques, comme je le disais, c'est beaucoup de choses. On ne va pas tout d'un coup dire on fait autre chose. Oui, mais le problème, c'est que de plus en plus, alors j'essaie de ne pas projeter mes propres préférences, opinions et évolutions, mais le problème, c'est que de plus en plus, objectivement, dire la gauche et la droite ne veut plus dire grand-chose pour beaucoup de gens quand même, malgré tout. Malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de gens proches du Parti socialiste qui trouvent qu'ils n'ont pas grand-chose à faire avec les communistes, par exemple. D'ailleurs, le fait que ce soit Hollande qui ait gagné la primaire et non pas Martine Aubry était très symptomatique de ça. C'était pas du tout évident. Parce qu'on dit toujours on gagne à gauche. C'est pas évident. Bon. Et de même, à droite, on le voit bien, même s'il y a une tendance à l'UMP qui est flottante entre l'UMP et le Front National, on voit bien quand même, me semble-t-il, je ne suis pas un expert de l'UMP, mais il me semble qu'on aurait quand même une très grande résistance à l'UMP, à une vraie alliance avec le Front National. Alors évidemment, on peut toujours dire, là encore, si on fait de la politique, la vraie politique, celle dont je ne parle pas, la vraie, on pourra toujours dire qu'il y a un moment où les gens font n'importe quelle alliance pour arriver au pouvoir, bien sûr. Mais enfin, ce sera compliqué quand même, malgré tout, de faire ça. Donc, c'est vrai qu'on peut argumenter à cette idée que la gauche et la droite, c'est vraiment, voilà, tout est organisé autour, c'est solide, c'est durable, tout ce qu'on veut.
on peut quand même dire que pas tant que ça quand même aujourd'hui, et qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient exprimer d'autres idées et qui ne peuvent pas dans le système, tout simplement. On ne peut pas. On ne peut pas vraiment totalement exprimer une idée de centre-droit, une idée de centre-gauche, etc. C'est très très compliqué. Bon. Et en plus, ça oblige, ce gauche-droite, je le disais tout à l'heure, oblige les partis à gauche ou à droite à tenter à tout prix de faire des alliances qui en réalité sont inconsistantes par rapport à la politique qu'ils mèneront vraiment s'ils sont au pouvoir. Après tout, si le PS est débarrassé de se dire j'ai plus besoin de faire attention à l'électorat de l'extrême gauche pour ma campagne, il dira peut-être moins de bêtises, et d'autres diront peut-être moins de bêtises à droite aussi. Hein, parce que qu'est-ce que vous voulez, là encore, on est dans la vraie politique, on ne peut pas en vouloir aux hommes politiques de vouloir gagner. C'est toujours ce que je disais à mes étudiants à Sciences Po, je leur disais écoutez, d'accord, les hommes politiques sont là pour gagner, souvent, on ne peut pas leur reprocher. N'empêche que on est dans une situation où, me semble-t-il, le schéma ne fonctionne plus très bien. Voilà. Donc, quand on me dit tout est structuré sur le gauche-droite, je suis le premier à savoir, j'ai travaillé là-dessus pendant 40 ans, je suis le premier à savoir ce que veut dire le gauche-droite en France, mais enfin, les choses évoluent. Et je pense, moi, que la question européenne, je le pense depuis longtemps, bon, il faut dire aussi que j'ai toujours été un Européen convaincu, mais je pense que la question européenne, aujourd'hui, va peser de manière déterminante. On ne peut plus faire de la politique seulement au niveau national. Les choses vont être beaucoup plus compliquées. Sur le troisième point, qui est l'affrontement. Alors oui, c'est vrai qu'on a une culture de l'affrontement. Moi, je le regrette depuis tous les jours, depuis bien des années. On l'a vu surtout d'ailleurs au niveau syndical. C'est un pays qui est incapable, on vient encore le voir, la CGT incapable de faire de grandes négociations sociales. C'est en ce sens que Jean Périllou, je pense, disait tout à l'heure qu'on n'a pas eu une vraie social-démocratie, on n'a pas eu non plus un vrai patronat qui négocie, on a des syndicats qui ont toujours fait beaucoup plus de la politique que de la négociation. Bon, donc, c'est vrai, je ne parle pas de la CFDT d'ailleurs. Donc, on a là, si vous voulez, c'est vrai, on est 1789, c'est vrai qu'on est un pays qui n'aime pas tellement le compromis. D'ailleurs, moi, je me rappelle, quand jeune au Parti socialiste, je me rappelle que lorsque le mot compromis était un gros mot, hein. Le mot social-démocrate était un gros mot, très gros mot. Je me rappelle le CRS, il ne fallait pas se dire qu'on était social-démocrate, parce que c'était l'horreur absolue. Je me rappelle que Mitterrand avait été obligé, c'est un souvenir extraordinaire, Mitterrand avait été obligé, le CRS avait tellement charrié sur la social-démocratie que Mitterrand s'était fendu d'une explication, je crois que c'est un point Larose, je ne sais pas quoi, ça remonte à 72, hein, quelque chose comme ça peut-être, où il avait dit non, les deux, il avait défendu l'idée que les deux avaient du bon et du mauvais. L'URSS et la Suède, parce que je me rappelle, c'était l'URSS et la Suède, les deux ont du bon et du mauvais. C'était pour vous dire, il fallait ramer pour dire que la social-démocratie, c'était pas l'horreur. Il fallait dire que c'était pas beaucoup plus mal que l'Union soviétique à l'époque. Donc, on avait, si vous voulez, c'est vrai qu'on a cette culture, mais en même temps, comme je faisais remarquer à certains de mes amis, en tout cas ceux qui sont historiens et qui connaissent un peu l'histoire de France, il y a eu des grands moments dans l'histoire de France et des moments fondamentaux où c'est ce qu'on appelait le rapprochement des centres qui a sauvé la mise. Ça a existé. Si les libéraux de gauche et de droite n'avaient pas fait un compromis en 1975, je ne sais pas comment la République en France aurait pu non seulement se créer, mais s'enraciner tout simplement. Et ça, ce sont des libéraux de gauche et de droite, qui ne s'aimaient pas particulièrement. Hein. Bon, et qui n'avaient pas d'ailleurs les mêmes idées, et qui n'avaient pas les mêmes projets. N'empêche qu'ils ont construit la République. Elle a été construite comme ça. Et en 46-47, bon, alors, c'est vrai que je ne suis pas gaulliste, on peut avoir une autre vision un peu sur cette période, mais c'est bien l'union des centres, tellement ensuite vilipendée après les années 70, mais enfin, c'est bien cette union des centres qui a permis d'installer la République parlementaire, qui devait résister à la fois aux assauts du bolchevisme et du gaullisme à l'époque. Donc, il y a eu des périodes dans notre histoire de France où il y a eu des unions, il y a eu des rapprochements des centres, et ça a été... alors évidemment, dans notre culture, le problème, c'est que dès que c'est fait, ensuite, on crie à la trahison. Parce
que ça ne doit pas se faire. Enfin, il y a eu des exemples qui... Or, je pense que la crise dans laquelle on est, les périodes qu'on va vivre dans les années qui viennent, vont, à mon avis, être du même ordre. Parce qu'il y a des moments où il faut parler quand même d'union nationale. Alors, je ne parle même pas de l'union sacrée de 1914, mais enfin, l'union nationale. Bon, il y a quand même des moments très, très graves. Et puis le dernier, je m'arrête là, c'est la question évidemment la plus compliquée, du régime politique. Ça, je dois reconnaître que là-dessus, je comprends qu'on puisse m'opposer des arguments. Pourquoi ? J'ai toujours pensé que le bicéphalisme exécutif était une mauvaise chose. C'est pour ça que je suis embarrassé. Le bicéphalisme exécutif, à mon avis, est une mauvaise chose. Il faut que les électeurs et les gens savent qui est le patron, à mon avis, et qui gouverne. Je peux avoir tort, mais c'est plutôt mon idée. Et là, ça pose un problème, la proportionnelle. Parce que, comme je disais, la proportionnelle est beaucoup plus capable de changer tout notre système politique que beaucoup de révisions constitutionnelles elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que imaginez qu'on est... bon, je ne vois pas le Parti socialiste ou même l'UMP avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale avec une proportionnelle. Bon. Donc il faudra que les partis, comme dans un bon vieux régime parlementaire, discutent pour définir une politique et former une majorité. Bon. Que devient dans ces conditions le rôle du président ? Que devient le rôle du Premier ministre ? Là, c'est quand même compliqué. Parce que le Premier ministre sortira. Alors, bien sûr, il est nommé par le président de la République. Il a un jeu, il a un pouvoir. Il peut dissoudre, il peut nommer. Il n'est pas tout nu, le président, comme sous la 4e ou la 3e République. Mais enfin, il faudra qu'il nomme un Premier ministre qui soit le chef d'une majorité possible au Parlement. Vous me direz, on a déjà vu ça d'une certaine façon avec la cohabitation. Sauf que là, on a carrément nommé le chef de l'opposition. Mais enfin, on peut très bien... Mais vous voyez bien que ça a un problème, ça. C'est quand même que ce Premier ministre ne sera plus le Premier ministre d'aujourd'hui. C'est pas possible. Ce sera le chef d'une majorité parlementaire qui aura négocié avec des partis. Et là, il est vrai, on a un risque de flottement pour savoir, au fond, qui est le patron, est-ce que c'est le président élu au suffrage universel, est-ce que c'est le Premier ministre. Point d'interrogation. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut régler, parce qu'encore une fois, le président, il est élu au suffrage universel. C'est quand même important. Il y a toutes ces primaires, il y a tout ça, c'est quand même le patron. C'est lui qui peut lui-même essayer de former cette majorité. Hein, bon. Mais je reconnais que par rapport à ceux qui diront rien ne vaut le système actuel, où on a un président élu clairement qui est le patron, sauf que je peux toujours répondre à ça, et qu'on fait comme s'il allait de soi que le président est une majorité. Et c'est vrai que ça a été le cas. On peut toujours me dire, écoutez, c'est le cas. Et donc, c'est bien, les Français ont bien compris le système. Bon, sauf que, d'abord, c'est pas sûr, ce sera toujours le cas, on n'est pas absolument certain. Et puis, on peut avoir des accidents. Donc, je m'en arrête là, parce que j'étais un peu trop long. Donc, vous voyez un peu ma démarche, c'est de dire, au fond, ça part au fond de l'intérêt national, à la vérité, cette histoire. C'est-à-dire la croyance qu'il y a une crise très grave, la croyance que la gauche n'existe plus pour faire des politiques, elle existe encore idéologiquement, elle n'existe plus pour gouverner. Et la droite n'existe pas pour gouverner, parce que le Front National est souverainiste, que le Front de gauche est souverainiste, et que le reste de l'échiquier, l'UMP, le PS, les centristes, sont, à mon avis, dans la dynamique de la construction européenne, avec, bien sûr, on peut avoir des tas de variantes et des tas d'idées un peu différentes de ce que sera la construction européenne, mais enfin de dire ce sera la construction européenne, ce qui veut dire des abandons de souveraineté entre nous, c'est aussi simple que ça, et ce qui veut dire d'accepter un certain nombre de contrôles à un niveau supérieur. Voilà ce qui m'avait amené à changer d'idée sur le mode de scrutin. Merci. Bien, c'est très intéressant, c'est assez abstrait, parce que c'est un débat très profond, très structurant pour la société politique, donc civique, donc pour la société tout court en France. Je vais vous donner la parole dans 1 minute, mais je voudrais, une fois n'est pas coutume, apporter 2 ou 3 arguments qui, moi, depuis des années, me travaillent sur ce sujet et que j'ai donc écrit, comme vous le savez. Au fond, nous partons des mêmes prémices, c'est-à-dire que la question est la question de l'intérêt national, pas de l'intérêt des partis, pas la nôtre.
on regarde pas ça sous notre vue de notre lunette. On regarde ça sous la seule question de l'intérêt national. Moi, je suis frappé par l'incroyable escroquerie intellectuelle dans laquelle on vit depuis des années qui nous rend impuissants. La situation, enfin les institutions telles qu'elles fonctionnent à partir de la loi électorale, elles conduisent à, pour moi, une certitude qu'on va vérifier encore avec la majorité actuelle, c'est que la politique nécessaire pour le pays et que chacun sait nécessaire est impossible à conduire dans la coupure du pays en deux blocs, gauche contre droite. Parce que chacun des blocs se tient par ses noyaux durs pendant la période électorale. Ça amène donc à faire des campagnes électorales qui accumulent les promesses les plus insensées ou en tout cas impossibles à réaliser, comme on s'en aperçoit tous les jours. Et que dès cet instant-là, à partir du moment où l'un des deux blocs a pris le pouvoir, les gens qui sont au pouvoir abandonnent les promesses qu'ils avaient faites et se trouvent réduits à une base électorale extrêmement mince, qui est, par hypothèse, de 25%. Pourquoi 25%? En gros, c'est très simple. Dans un pays coupé en deux, vous avez 50% du côté de la majorité, 50% du côté de l'opposition, quelle que soit la majorité et l'opposition. Et comme vous avez été obligé de mener une campagne qui est le contraire de la politique que vous devez faire, ne reste avec vous que la moitié de la majorité. Et c'est donc 25% contre 75%. Ceci, dans un pays en crise, est impossible parce que les décisions qu'il faut prendre, comme vous l'avez très justement dit, sont des décisions rudes et qui exigent le soutien des peuples. Et dans un cadre européen de surcroît. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette espèce de jeu de rôle dans lequel on s'enferme gauche contre droite, alors qu'il y a au moins deux gauches et deux droites, et probablement aussi des gens qui veulent dépasser ce clivage, ça fait au moins 5 partis dans la politique française, cette espèce de jeu de rôle ruine la vie politique, l'image des politiques auprès des citoyens et singulièrement le Parlement. Parce que le Parlement, ça ne sert, enfin, ça ne joue aux yeux des citoyens plus aucun rôle. Depuis quand quelqu'un vous a pas dit « j'ai entendu un discours formidable à l'Assemblée » ? Il y a, je sais pas, je peux en citer quelques-uns qui sont pas si anciens, mais enfin, bon, c'est fini. Pourquoi ? C'est pas parce que les gens d'aujourd'hui savent pas aussi bien parler que les gens d'autrefois, c'est pas vrai. C'est parce qu'il n'y a plus aucune surprise quand vous montez à la tribune. Il n'y a jamais personne qui monte à la tribune pour apporter une vision, un message, une parole qui ne soit pas la parole de l'exécutif quand on est dans la majorité ou la parole du principal parti de l'opposition quand on est dans l'opposition. Et ça, c'est une ruine pour les choses. Je conteste formellement l'idée, enfin je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais je conteste l'usage qu'on en fait, disant que ça changerait les institutions d'avoir une meilleure représentation des minorités ou des... C'est absolument faux. Parce que la Ve République, c'est un pouvoir non échangeable, non négociable du président de la République lui-même parce qu'il est élu au suffrage universel. C'est lui qui nomme le Premier ministre, qui donc structure le gouvernement, il choisit celui qui peut faire une majorité, et aucune décision en Ve République ne peut être prise sans la signature du président de la République. Aucune. Il n'y a pas de délibération au Conseil des ministres qui ne puisse être prise, quand on dit en Conseil des ministres,
c'est une expression institutionnelle, ça veut dire exige la signature du président. Autrement, il n'y a pas de décision prise en Conseil. Pas de nomination, pas de décision, et vous vous souvenez du jeu que Mitterrand a fait pendant la cohabitation avec Balladur en refusant un certain nombre de choses et à Chirac de signer les ordonnances. Donc, il est impossible de gouverner contre le président de la République. Alors, je vais tout de suite à la conclusion que j'ai exposée à François Hollande lors du récent. Mais en cohabitation, le président de la République est obligé d'accepter. Mais là, vous pouvez avoir une demi-cohabitation. Oui, très bien. Alors, je dis, je vais à la conclusion et j'ai fini. Non, je veux dire que le président de la République garde des pouvoirs. Il ne peut pas être le muet du sérail. Il est fort. J'en viens à la conclusion que j'ai exposée à François Hollande. Ça ne peut pas durer comme aujourd'hui. Sur les dernières élections présidentielles, 2007, 2012 en tout cas, que je connais mieux que d'autres élections, sur ces deux élections-là, si l'on additionne les voix du Front de gauche, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, les voix de l'extrême droite et les voix du centre, il y a eu à chaque fois 40% des voix. C'est pas rien, 40% des voix dans une démocratie. Et un mois après, l'ensemble des députés de ces trois familles-là ont représenté 1% des députés de l'Assemblée. Donc ça, c'est impossible. Et c'est impossible notamment parce que devant l'explosion des deux bords, alors on est dans l'illogisme absolu. Il y a deux solutions. Si l'on tient compte de l'objection disant il faut une majorité pour avoir un gouvernement stable, il existe une solution que j'ai mise au point et que j'ai exposée à François Hollande, qui est celle-ci, qui est très simple. 3/4 des sièges au scrutin majoritaire, 1/4 mis en réserve, ça représente à peu près 450 contre 130 ou quelque chose de cet ordre. On met 1/4 des sièges en réserve qu'on partage en deux blocs. Le premier bloc, le bloc prioritaire, il est consacré à donner à ceux qui sont arrivés en tête la majorité absolue. S'il faut 40 sièges pour avoir la majorité absolue, on vous les donne. S'il en faut 50, on vous les donne. Et les autres sont distribués entre les partis sous-représentés. J'ai fait le calcul, je l'ai d'ailleurs donné à François Hollande sur les dernières élections, ça aurait donné chaque fois des groupes de entre 30 et 15 députés à ceux qui sont sous-représentés ou mal représentés, 40 quelquefois, et avec un groupe de 20, vous vous faites entendre. Vous êtes présent dans le débat national. Et il y a une majorité absolue. Ça lève tous les obstacles. Première option. Il n'existe aucun fondement sérieux, sauf la volonté des deux grands partis qui veulent tous les sièges pour eux pour refuser une solution de cet ordre. Parce que vous avez une majorité absolue et ceux qui le méritent sont représentés comme le décident les électeurs. Mais je prétends que la proportionnelle type Mitterrand 84-86, c'est-à-dire la proportionnelle pour tous les sièges, a des avantages qui sont très importants. Et les avantages qui sont très importants, c'est qu'elle oblige les gens à s'entendre. Il faut qu'on se mette dans la tête que sur l'ensemble des pays européens continentaux, c'est-à-dire 26 sur 27, tous les pays, sans exception, sauf nous, fonctionnent avec un mode de scrutin de représentation proportionnelle intégrale. Y compris l'Espagne, qui a un bipartisme absolu, il a un mode de scrutin
de représentation proportionnelle départementale. L'Allemagne, n'en parlons pas, tous les pays scandinaves, ça ne les empêche pas de faire des majorités. Ils font tous des majorités. Et donc vous voyez ces deux options. Ou bien vous considérez qu'on garde une culture française et la solution existe, on représente les minorités et on donne une majorité, ou bien on pense qu'avec un président de la République puissant, il n'y a pas d'inconvénient à avoir ce jeu qui oblige les gens à s'entendre. Parce qu'on va en avoir très grand besoin. Voilà, c'est sur ça que je voulais finir. On ne va pas passer les temps qui viennent. On va devoir s'attaquer à la réforme des retraites. Je vous rappelle que lors de la dernière réforme, je suis monté à la tribune de l'Assemblée pour dire votre réforme n'est pas financée, il vous manquera 17 milliards. Il en manque 18. Je ne m'étais pas trompé de beaucoup. Donc on va devoir s'attaquer à la réforme des retraites. On va devoir s'attaquer de manière sérieuse quand on aura constaté que la courbe du chômage ne s'inverse pas, aux raisons qui tiennent peut-être au temps de travail. Et vous ne pouvez pas faire ça avec une majorité rikiki et puis la rue contre vous. C'est en défilé. C'est impossible. Tous les présidents qui disent c'est pas la rue qui gouvernera, tu parles. Moi, je ne connais pas d'exemple dans lequel on ne soit pas obligé de tenir compte du fait que les gens manifestent et sont contre. Bon. Et donc, on aura besoin de trouver des systèmes dans lesquels les Français se sentent représentés, dans lesquels on oblige les grandes sensibilités à parler ensemble. Telle est la conviction qui est la mienne. Pour vous faire rire, la grande question du réformisme, je vous avais apporté une citation de Mitterrand, au début des années 70 dont on parlait. Les socialistes qui se sont posés en réformistes ont fini par collaborer au système de valeurs capitalistes et donc à la politique de droite. La collaboration échappe rarement à son destin qui est de trahir. C'était une dédicace. Bon, vous avez la parole. On va alterner les voix masculines et féminines comme à l'habitude. Tiens, tu as un micro là. Une demi-heure à peu près. Sauf si vous avez trop faim, auquel cas vous interromprez avant. Oui, bonjour. Je me pose une question. Est-ce que ce bipartisme, finalement, est une contrainte absolue pour l'accès aux affaires des petits partis? Est-ce qu'on ne peut pas raisonner plutôt par, je dirais, conditions nécessaires, c'est-à-dire que les autres formations politiques, outre les deux formations dominantes, auraient finalement une forme de contrainte? C'est une contrainte programmatique originale qui arrive à se démarquer complètement du positionnement des autres partis. Alors ça peut sembler une évidence, mais j'ai quand même le sentiment, à voir ce qui se passe au niveau des élections, que tous les positionnements un petit peu marqués que l'on souhaite prendre en cours de campagne, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, finalement on a tendance à se normaliser par crainte de se marginaliser et de ne pas pouvoir prendre le pouvoir. Est-ce que finalement il n'y aurait pas autre chose que ce bipartisme, peut-être un manque d'audace et d'aller jusqu'au bout de son audace? Oui, mais regardez, je reviens toujours à mon mode de scrutin. Regardez, François Bayrou, je prends cet exemple. Élection présidentielle de 2007. Fait un score très important. 18,5%, très important. Bon. Ensuite, vous avez un mode de scrutin où il faut se rappeler, ça c'était Pasqua qui avait fait ça, il faut se rappeler, il faut avoir 12,5% des inscrits pour être au second tour. Comme on a maintenant des élections législatives avec très haut taux d'abstention, on peut avoir jusqu'à, surtout pour les raisons qu'on a dit, qui sont juste derrière, etc., on peut avoir 40% d'abstention à une élection législative. Ça veut dire que il faut en fait avoir au moins 20% bientôt aux législatives au premier tour pour pouvoir être au second. Vous vous rendez compte ce que c'est que 20% 20%. C'est pour ça que ce système est absolument terrifiant. Et c'est pour ça que vous avez quasiment au second tour que des duels.
sauf bon, dans quelques petites régions où il y a du Front National très fort, etc., mais vous avez surtout des duels entre les deux grands partis ou leurs affidés, si je peux dire, ou leurs alliés, etc. C'est-à-dire que 20%, vous voyez, c'est en ce sens que ce que vous dites, vous pouvez très bien, si vous avez un bon candidat avec un bon programme, des choses nouvelles, etc., vous pouvez très bien faire un gros score à l'élection présidentielle, encore que c'est pas si évident, mais vous êtes liquidé au second tour législatif, au premier tour législatif, parce qu'on a un système qui fonctionne comme ça. Et en plus, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral et tout ça, c'est encore beaucoup plus terrible. Oui, et le financement des partis. Parce qu'il faut voir ce que les deux grands partis, à eux deux, je ne me rappelle pas dire de bêtises, mais je crois que c'est pas loin à eux deux de 80%, il me semble, non, à peu près, je crois, du financement. Donc, là aussi, ça va vers le bipartisme imparfait, le financement. Vous avez raison. On peut avoir un chiffre en tête. On a fait, en 2007, 18,5% des voix, donc près de 20% des voix à l'élection présidentielle. On s'est retrouvé avec 3 députés sur 577, et le financement des partis a fait que le Parti socialiste et l'UMP avaient autour de 60 pour l'un, 50 millions d'euros de financement pour l'autre, et que nous avions 3. Et maintenant, nous aurons 1, quelque chose. C'est donc dire l'extrême difficulté. Je signale au passage pour les chercheurs, il y en a quelques-uns dans cette salle intéressés, que dans les propositions Jospin de réforme de la moralisation de la vie publique, il y a une ignominie qui ne passera pas, qui est que, au lieu d'avoir la loi qui permet d'être remboursé de la moitié de ses dépenses dès qu'on passe le seuil de 5%, ce qui est la loi actuelle, Jospin a proposé, c'est d'une perversité absolue, que vous ne soyez remboursé que par échelon de 2%. C'est-à-dire que si vous faites 2% des voix, on vous donne, je ne sais pas quoi, 4% de votre remboursement. Si vous faites 6, on vous donne 8% du remboursement. Si vous faites 10, on vous donne 10 ou 12%. Et il faut avoir 20 pour avoir le remboursement actuel. Ceci, si ça passait, c'est la disparition du pluralisme en France. Et je ne pense pas que Jospin, j'ai pas voulu faire de scène parce que des fois, il vaut mieux qu'on ne parle pas des trucs. Parce qu'autrement... Non, mais ceci, ça n'a pas pu être fait par hasard, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a tenu cette plume, et ce quelqu'un-là voulait la disparition de tous les partis qui ne soient pas les deux partis dominants. La disparition. Alors, on va montrer que oui, on arrive à vivre même en ayant des budgets moins importants, mais il y a quand même une espèce de rouleau compresseur qui essaie de faire disparaître. Une voix féminine à côté du pied. Ah ben voilà, à vous. Bonsoir, excusez-moi, la valse à 3 temps, ça existe. Le triangle, ça existe aussi. Alors, 1, 2, 3. Vous voulez dire quoi? Dans quel domaine vous parlez du triangle? Si on rapporte ça à notre sujet de ce soir, ça peut donner quoi? Non, mais faut quand même voir les choses. Il est impossible pour moi de limiter le débat politique à 2 opinions. Impossible. Jules César, dans la guerre de Gaulle, explique que dans chaque village gaulois, il y a toujours au moins 3 partis. C'est pas tout à fait d'aujourd'hui. 13 partes, dit-il. Donc, tout ça ne durera pas et ne tiendra pas, d'abord parce que la gauche va exploser. Je ne sais pas où passera la ligne de fracture, selon moi, au sein du PS. Mais pour moi, c'est une certitude que la gauche, au sens idéologique du terme, ne peut pas supporter, quel que soit le sens
français ou anglais de ce mot, la politique qui va devoir être suivie. Si ça vous intéresse, toujours pour les chercheurs, je vous renvoie au blog d'un monsieur très, très averti qui s'appelle Gérard Filoche, qui est un inspecteur du travail, qui est emblématique du PS, qui est secrétaire national même, je crois, du PS, qui vient d'analyser les récents accords syndicat-patronat de cette semaine. Allez lire son blog et vous avez sous les yeux l'explosion de la gauche. C'est pas, il dit « Il n'est pas possible qu'une majorité de gauche à l'Assemblée vote cet accord, qui est un accord léonin, dit-il, au bénéfice du MEDEF. » Alors on peut avoir toutes les analyses, mais vous avez là l'explosion, la fracture, elle est en train de se faire. Donc il y aura explosion de la gauche, et donc fatalement on en viendra, non pas à 3, mais en tout cas à un pluralisme organisé, raisonnable, qui verra en France 5 ou 6 grands courants d'opinion, parce que les écologistes, ça existe. Excusez-moi, 5 ou 6, 6 c'est un multiple de 3. Excusez-moi. Oui, enfin, oui, c'est 5 non, donc voilà, 5 ou 6 courants d'opinion. Thomas. Merci. Je voulais vous poser une question parce que vous avez évoqué le fait que la roue tourne grâce à l'engrenage européen, en expliquant que la construction européenne fait évoluer votre propre opinion et puis que cette opinion reflète au fond un changement d'institution nécessaire pour que notre démocratie fonctionne. Alors, puisque j'ai le sentiment que l'engrenage en France est pris par ces deux partis majoritaires, ou potentiellement majoritaires, je me dis que la solution, entre guillemets, vient peut-être d'ailleurs. Et notamment, j'ai entendu plusieurs parlementaires européens, qu'on qualifiera de démocrates au sens large, évoquer la possibilité que le Parlement européen, à l'issue des prochaines élections européennes, se transforme en une assemblée constituante qui, d'une certaine manière, non seulement positionnerait la France et son exception constitutionnelle au sein des 27 pays de l'Union, l'isolerait totalement, et peut-être obligerait, via les alliances partisanes qui existent en Europe, le Parti populaire européen, le Parti socialiste européen, les grands partis français à s'assumer et à affiner suffisamment leur position, ce qui reviendrait à assumer d'une certaine manière la ligne de fracture dont M. Bayrou parlait à l'instant. Est-ce que vous pensez que, puisque vous avez aussi étudié les partis politiques européens, ce tour extérieur qui modifierait la situation en France est possible? Et si oui, comment est-ce que ça se passerait pour le reste des petits partis? Oui, je vais être un peu, sur ce point, un peu pessimiste ou simplement réaliste, si vous voulez. Je pense que l'Europe, dans 5 ans ou 10 ans, ne sera pas exactement celle d'aujourd'hui, mais elle ne sera pas fondamentalement différente. Je veux dire par là que je ne crois pas du tout à ce qu'on fasse très rapidement une fédération européenne avec des vrais partis européens, un vrai parlement soumis à un vrai gouvernement. On peut le souhaiter. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense plutôt qu'on va d'une part tout simplement vers ce qu'on voit. Il faut d'abord regarder ce qui se passe tout simplement. Ce qui se passe. On l'a vu avec la discussion sur le budget européen. C'était très intéressant cette discussion. On a bien vu qu'on ne va pas du tout dans cette direction-là. Les grands pays ne veulent pas, et en particulier l'Allemagne. La France dit qu'elle le veut, mais il faudrait voir jusqu'où. Ne parlons pas de l'Angleterre. Les peuples ne veulent pas tant que ça. Les élites ne veulent pas tant que ça, non pas idéologiquement, là elles sont acquises, mais les élites politiques nationales ne veulent pas perdre leur pouvoir, tout simplement. C'est aussi simple que ça, même si elles n'en ont pas moins en moins. Et donc, si vous voulez, je crois que ce qui va se passer, c'est qu'on le voit très bien, c'est que l'Europe est une instance qui pose des règles et qui contrôle les règles. C'est pas une communauté politique au sens très fort du terme. Elle pose des règles et elle oblige les pays. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé on a accepté des règles, nous Français, on va être obligé de répondre, d'observer ces règles, de satisfaire les critères en question, et sinon on sera puni, on sera mis... Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Mais les pays vont rester ceux qui sont, avec, c'est vrai,
des règles communes de plus en plus astreinte et de plus en plus larges. Voilà. D'autre part, on a quand même un problème que vous avez encore aujourd'hui, si vous voyez l'affaire du Mali aujourd'hui, comme on pouvait voir l'affaire de Libye il y a quelque temps. On est dans une situation très très compliquée en Europe pour faire ce qui serait une vraie, comment dire, un vrai pays, enfin en tout cas une vraie force politique qui posera. On ne peut pas, pour la raison suivante, c'est que l'Allemagne, qui est le principal pays économique, ne veut pas devenir une grande puissance politique, pour des raisons sur lesquelles on pourrait discuter, et que l'Angleterre, qui pourrait être une grande puissance politique, ne veut pas faire partie de l'Europe, en tout cas telle qu'on la comprend. Et vous la voyez très bien, dès qu'on parle économie, on parle avec l'Allemagne, et quand on parle politique étrangère, on parle avec l'Angleterre. C'est pas un hasard. Vous avez vu encore comment l'Allemagne traîne les pieds, et vous avez vu que les Anglais, tout de suite, sont partants, on va vous dire ça. Voilà. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que le problème anglais ne va pas se poser. Alors, il y a des gens qui souhaitent que l'Angleterre quitte carrément. Delors l'a dit plus ou moins. D'autres, ce qui est mon cas, je trouve que ce sera toujours quelque chose de triste si l'Angleterre est tout à fait en dehors de l'Europe. Enfin, ça, on peut en discuter. Même si c'est vrai que les Anglais ne nous aident pas. Ça, on ne peut pas dire le contraire, quand même. Il faut se les traîner, quand même. Bon, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, on n'a pas de quoi faire ce qu'on appelle une grande puissance. Et ça, on ne l'aura pas pendant très longtemps. Donc on aura d'une part une Europe autour de la zone euro qui sera très forte économiquement, qui aura de plus en plus d'institutions, de contrôle, etc. Mais je ne crois pas qu'on fera, par exemple, vous voyez, à un moment, Delors, moi j'étais assez d'accord avec lui à l'époque, je me rappelle très bien, quand il était à Bruxelles, il avait dit, il faudrait, c'était pas idiot, d'ailleurs je crois que ça c'est une chose qu'on pourrait peut-être tenter, tout en n'étant pas un grand maximaliste, qu'aux élections européennes, on ait effectivement des partis européens qui se présentent, simplement aux élections européennes, vous voyez, où ça obligerait les partis nationaux à faire un peu plus vivre les europartis. Mais vous savez, quand on regarde de près, moi je l'ai fait à un moment, j'ai étudié de près les grands europartis, c'est pas grand-chose quand même, les grands europartis, il ne faut pas se faire trop d'illusions là-dessus. Encore une fois, parce que, écoutez, moi je faisais remarquer à mes amis du Parti Socialiste, c'est marrant, on a quand même un Parti Socialiste européen, je pourrais dire d'ailleurs probablement la même chose pour l'autre grand parti européen. Mais vous avez un Parti Socialiste européen qui discute, qui se réunit, qui fait des programmes, qui fait des documents, etc. Vous allez sur le site du Parti Socialiste français, pour savoir qu'il s'est passé quelque chose dans le Parti Socialiste européen, vraiment, il faut le savoir. Hein. On s'en fout totalement. Bon, il n'y a pas qu'en France. Donc, si vous voulez, on n'a pas cela. Alors, il faut ajouter ce que disait François Bayrou, et ça ne va pas s'arranger avec la crise. Parce que les hommes politiques ont été tellement lâches pendant 40 ans, ont toujours passé tellement leur vie à dire c'est pas de notre faute, nous c'est l'Europe, parce que ça les a arrangés, que les gens ont fini par les croire aussi, hein, à force. Donc on est dans une situation où c'est vrai, avec la crise, ça ne va pas du tout s'arranger. Regardez, ça ne va pas s'arranger parce que les gens qui n'y comprennent pas grand-chose, et après tout, c'est pas si simple ça à comprendre, hein, les gens qui n'y comprennent pas grand-chose disent, bon, tout ça, c'est de la faute de l'Europe. C'est l'Europe qui nous oblige à faire ceci, c'est l'Europe qui nous oblige à faire cela. Ce que disent, n'ont pas le courage de, ce que les hommes politiques français n'ont pas, ou n'importe quel autre pays n'ont pas le courage de dire, c'est que quelque part, on est content qu'ils nous obligent à le faire parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire, on n'a pas le courage, on n'a pas le soutien, etc. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas effectivement vous n'avez pas une vraie idée européenne qui s'est emparée de ce qu'on pourrait appeler un peuple européen. Comme disent certains de mes amis, il n'y a pas de peuple européen. C'est bien ça le problème. Il n'y a pas de peuple européen. Donc, c'est pas que je veuille doucher l'enthousiasme. Moi, je suis très pro-européen. Mais si vous voulez, il faut bien reconnaître les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? Depuis qu'ils ont liquidé Delors et qu'ils n'ont pas remplacé à dessein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Conseil européen qui gouverne et qui gouverne. Alors de manière multilatérale ou bilatérale, etc. C'est eux qui décident et qui gouvernent. Qu'est-ce qu'ont fait les grands patrons européens par rapport à ce qu'a fait Mme Merkel, M. Sarkozy, etc. Pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que ça continue à être les grandes puissances qui négocient entre elles, etc. Donc, je ne dis pas qu'on n'avance pas. Hein. Je ne veux pas non plus dire ça. Je ne veux pas dire que l'Europe va disparaître. Je ne veux pas dire qu'on n'avance pas. Je veux dire qu'on avance d'une certaine manière. Mademoiselle. On va dire que c'est l'avant-dernière question. Oui, c'est bon. Je vais revenir dans un cadre un peu plus franco-français. Monsieur Grimbert, vous avez dit tout d'abord pourquoi le scrutin majoritaire, puis pourquoi pas la proportionnelle intégrale, puis pourquoi. Mais vous n'avez pas parlé de tous les modes de scrutin qui peuvent être combinés, proportionnels,
enfin pas intégrale, du coup majorité à scrutin de liste uninominal qui existe entre tout ça. Et j'ai cru comprendre au début de votre intervention que vous n'y étiez pas vraiment favorable, je me trompe peut-être, et donc j'aurais voulu savoir pourquoi. Pourquoi pas une voie un petit peu plus médiane entre ces deux modes de scrutin radicalement opposés. Écoutez, franchement, philosophiquement, je ne suis pas contre. Hein. Ce que je voulais dire simplement, c'est que je crois quand même d'avoir pas trop aux demi-mesures, si vous voulez. Par exemple, quand vous prenez le scrutin allemand, les gens qui ne connaissent pas bien cette affaire vous disent c'est un scrutin majoritaire. Bon, en fait, non. C'est un scrutin clairement proportionnel. Intégral. Simplement, il y a des députés qui sont élus dans leur circonscription. Enfin, bon. C'est-à-dire que je crois, en plus, alors par rapport aux questions qu'on soulevait tous, qui est de la représentation, je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux. Regardez, alors je reconnais que là, le rapport Jospin là-dessus est particulièrement sur ce point. Oui, enfin, en tout cas, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Mais paraît-il, c'est ce que veut reprendre notre président de la République. Mais enfin, l'idée de dire, on va instiller de la proportionnelle. J'ai fait le calcul. Vous allez avoir 58 sièges à la proportionnelle. À moins qu'il y ait... Je ne sais pas encore exactement ce que sera le projet de loi. Mais si on va vers la proportionnelle intégrale, ça veut dire que les deux grands partis vont déjà s'en prendre la moitié. Plus 60%. Même 60%. Bon, entre 50 et 60%. Qu'est-ce qui va rester à tous les autres? Il va rester 25 sièges. Pour tous les autres. 20 sièges. 20 sièges. Tous les autres. C'est-à-dire, déjà, il y en aura au moins 10 pour le Front National. Et il y en aura peut-être, alors, pour les écologistes, 3, 4, pour... oui, voilà. Bon, faut pas se moquer du monde, quand même. Bon, où on représente les gens, où on les représente pas. Bon, je veux pas dire... J'en avais parlé avec Jean-Louis Bourlange l'autre fois, qui est... C'est un peu ce que vous disiez aussi, qui est qu'on peut pas... On peut peut-être trouver un moyen, j'y ai pas encore réfléchi pour vous dire la vérité, on peut trouver un moyen, la 4ème République en avait trouvé, d'essayer de donner une prime à celui qui est arrivé en tête pour qu'il puisse gouverner, effectivement. Ça, par exemple, ça peut... Et moi, je serais pas contre du tout, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'une certaine stabilité enfin, on a besoin de former des majorités. Ça ne veut pas dire forcément une majorité d'un seul parti, mais des majorités. C'est ce qu'avait inventé la 4ème République, on l'a beaucoup injurié là-dessus. Enfin, ça lui a permis de tenir entre nous les apparentements. C'était pas mal, quoi, les apparentements. Oui, mais ça a été un moment décisif. Ça a été un moment décisif. Donc... C'était fait pour écarter les gaullistes. Et les communistes, oui, les gaullistes et les communistes. Mais surtout les gaullistes. Mais c'était anti... Ah, c'est clairement anti-gaulliste. Ben, c'est aussi un moment où le général de Gaulle voulait foutre en l'air la 4ème République, s'il faut me rappeler. Donc voilà. Donc c'est pas du tout, je voulais pas vous dire que je suis tout à fait prêt à réfléchir à ça. Mais je crois pas qu'il faut trop non plus biaiser, si vous voulez. Où on est dans le majoritaire, où on est dans le proportionnel. Ensuite, on peut adapter un peu. Mais l'idée qu'il y aurait moitié... Moi, j'y crois pas tellement à tout ça. Moi, je crois pas. Mais... Très bien. J'ai pas de refus de principe. C'est simplement que je crois qu'il ne faut pas nous faire croire qu'on fait de la proportionnelle parce qu'on va donner 30 sièges ou 40 sièges ou 50 sièges. Ça, c'est de la rigolade, quoi. Oui. Surtout si ce sont des sièges attribués, y compris aux deux partis majeurs. Hein? Si vous prenez le système que j'indiquais, alors le système que j'indiquais, il n'est pas totalement sans nuance. Je vais vous en dire une nuance. Si vous considérez que vous avez un volant de siège qui n'est pas attribué au scrutin de circonscription, l'actuel, donc 3/4 des sièges, mettons 450 au scrutin de circonscription actuel, et vous en mettez 120 de côté, ou 130 de côté pour les deux objectifs que j'indiquais. La loi n'est pas la même selon que vous dites. On attribue la prime au parti arrivé en tête ou on attribue la prime à l'alliance arrivée en tête. C'est pas la même chose.
Alors ça a un grand intérêt si c'est l'Alliance arrivée en tête. C'est que, évidemment, ça pousse les gens à s'entendre avant le scrutin. Si c'est le parti arrivé en tête, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. Ça pousse, voilà. Et donc, et après, vous dites, ben voilà, l'alliance de gauche, par hypothèse, a remporté, est arrivée en tête. Il lui manque 40 sièges pour avoir la majorité absolue. On lui donne les 40 sièges. Et il reste 70 sièges, qu'est-ce que je dis, il reste 90 sièges à partager entre les autres. Mais là, vous avez des représentations substantielles. Donc, c'est jouable, voilà, sans tripatouillage. C'est jouable pour avoir un mode, une assemblée qui existera, un débat qui existera, des antagonismes et des alliances quand il en faudra. À mon avis, c'est de nature à régénérer la vie politique française. Et donc, allez, vous avez la dernière question. Bonsoir. Alors en fait, la question que je me pose, c'est dans un avenir proche, entre la montée des extrêmes et les séparations qui sont beaucoup plus évidentes aujourd'hui dans les partis principaux, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une phase qui est la plus favorable à l'ouverture sur plusieurs partis et justement à l'opposition à tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le bipartisme? Est-ce que c'est pas le moment propice au final? Oui et non. Oui, pour les raisons que vous avez dit et qu'on a un peu dit ce soir, qui est que par certains côtés, ce système paraît à bout de souffle. Par certains côtés. Donc oui. Alors, le nom que je donnerais, c'est dû à la chose suivante. C'est-à-dire que... Alors c'est plus facile à droite qu'à gauche, mais à gauche, vous avez un parti qui s'appelle le Parti Socialiste. Et ce parti, tel que je peux le connaître, continue à penser moins qu'avant, mais c'est une chose qui date pratiquement depuis le Congrès de Tours, depuis la scission de 1920. Alors, avec des hauts et des bas, avec des évolutions selon les moments de l'histoire, qui est que fondamentalement, se séparer de la gauche, c'est être à droite. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous aurez dans ce parti qui reste, quoi qu'il en dise, le nombre de débats que j'ai eu avec eux, pour ne pas dire plus, en particulier quand ils ont refait leur déclaration de statut, etc., ils vous disent maintenant nous sommes des vrais réformistes, maintenant nous sommes vraiment pour l'économie de marché, maintenant... Bon, mais quand vous creusez un peu, c'est pas si simple que ça. Et c'est un parti qui continue malgré tout à être réservé sur l'économie de marché. Il reste dans sa tête anticapitaliste, j'en suis absolument convaincu. Et donc, par conséquent, si vous voulez, le problème, c'est que c'est le nom de... Oui, mais le nom que je donne, c'est simplement que je ne sais pas si ce parti peut le supporter. C'est tout. Parce que vous avez, quand vous regardez le groupe parlementaire, quand vous regardez ce qui s'est passé quand même sur le pacte de compétitivité, où il y a eu quand même de grosses discussions, et ça c'est très symptomatique de ça, il va y en avoir. L'idée, et puis vous savez pas, il ne faut pas oublier que ce parti s'est reconstruit, ça on oublie quelquefois ça. Le Parti Socialiste s'est reconstruit en 1971 sur une chose fondamentale, on l'a un peu oublié, plus encore que sur l'alliance avec les communistes. Il s'est reconstruit sur le reniement de ce qu'on appelait la troisième force. C'est-à-dire, ce parti s'est reconstruit, ce qui fait qu'on n'est pas la SFIO, c'est ça que je disais, et ils le disent encore, ce qu'on n'est pas la SFIO, c'est que nous, on est des gens de gauche, on ne fait pas d'alliance avec le centre et la droite. Et ça n'est pas mort dans le Parti Socialiste, loin de là. Et donc, il en faut encore, on disait, je crois aussi, moi, comme vous, qu'on va vers une impossibilité de la gauche de s'entendre pour toutes les raisons qu'on a dit, mais vous voyez, les cultures politiques, c'est quelque chose de tellement solide, de tellement durable, parce que les gens ont dans la tête leur petit prêt-à-porter idéologique, c'est costaud, ça. On le pas comme ça. Et on a un parti qui ne se vivra pas facilement comme un parti pour lequel c'est aussi légitime de s'allier avec
les centristes, par exemple le MoDem. Alors, c'est pas vrai dans l'électorat, c'est ça qui est très intéressant. Si vous regardez dans l'électorat, dans les sondages, j'étais frappé à tout moment, vous avez presque autant d'électeurs socialistes qui sont prêts à l'alliance au centre qu'à l'alliance à gauche. Même peut-être un peu plus. Bon, donc c'est pour dire que c'est pas le problème, c'est moins le problème. Mais le parti, les députés, les militants, ça compte, ça joue. Et d'ailleurs, vous voyez bien que le problème qu'a aujourd'hui François Hollande, c'est beaucoup avec son parti, et ça ne va pas s'arranger. Mais ça ne va pas s'arranger. Parce qu'entre son autorité moyenne, disons, et la politique qu'il mène, que moi je soutiens, mais enfin, pas le cas de tout le Parti socialiste, eh ben c'est pas facile. Regardez la difficulté qu'il a à faire. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, regardez les gens. Et c'était pas les gauches du Parti socialiste qui a envoyé une lettre au président en disant mais ça va pas tout ça, etc. Vous voyez, c'est un parti qui n'a... On en revient toujours à la même chose que ce que vous disiez tout à l'heure, qui est... C'est un parti qui se croit social-démocrate, mais qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas pour une raison qui est à la fois, on n'a pas le temps, de structure, mais aussi de culture. La social-démocratie, c'est la culture du compromis. Ce parti n'a pas le culture du compromis. Et donc, c'est pour ça que François Hollande, moi, je ne l'attaque pas beaucoup, parce que je connais trop tout ça pour savoir que c'est pas facile, son truc. C'est pas facile du tout. Merci beaucoup. Il me reste à remercier Mathieu Lamar, Agnès Caillou et les jeunes de Sciences Po qui font le résumé de cette rencontre pour Internet. C'est eux qui sont au fond de la salle, là-bas, j'imagine. Et donc, on peut les applaudir. Merci beaucoup.